Euh, Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue donc dans ma présentation de sujet de diplôme. Celle-ci va s'organiser ainsi. On va commencer par un peu parler de mon parcours et qu'est-ce qui m'a amené à Strat et notamment à faire ce projet de diplôme. Ensuite on parlera du mémoire, de l'analyse que j'ai pu faire ensuite pour ensuite arriver à mon projet et ensuite une petite conclusion ouverture sur ce sujet. Tout d'abord, ma vie est peut-être partie sur une mauvaise blague, vu que je m'appelle Sébastien Galbrin de Noël et je suis né un 24 décembre à la tronche. Donc on pourrait croire que ma vie a été plutôt semée d'embûches de Noël, mais en soi, ça a été. J'ai grandi notamment, donc je suis né à Grenoble, j'ai grandi en région parisienne et 4 ans au Japon. J'ai fait un bac ES au lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux, donc à 50 ans en Yvelines. Ensuite, j'ai intégré Sciences Po en première année en spécialisation droit, donc en 2015, et j'ai fait là-bas 2 ans. Ensuite, j'ai fait une année d'échange à Santiago du Chili, qui est notamment réputée la Universidad Adolfo Ibáñez dans sa business school, donc pour voir un petit peu au niveau de la communication et du marketing. J'ai pris des cours sur ces sujets-là pour voir si moi ça pouvait m'orienter dans mon choix de master après en rentrant à Sciences Po. Et j'ai décidé de faire le master le moins Sciences Po qui était possible, qui était le master Innovation et Transformation numérique, car il proposait notamment un double diplôme avec Strat. En effet, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais quelqu'un de beaucoup plus créatif, je dessinais beaucoup, je faisais du théâtre, j'adorais danser, etc. Et donc, ça m'a un peu manqué au fur et à mesure de mes études, cet aspect créatif. Et j'ai trouvé que rentrer par le design et notamment le graphisme, car j'ai tout seul, pendant ma 3e année, utilisé Photoshop, Illustrator, enfin, j'ai commencé un peu bidouiller tout ça. C'était pour moi la manière de retourner vers un parcours un petit peu plus créatif. Également, au niveau des différentes expériences professionnelles que j'ai pu faire, j'ai fait des petits jobs étudiants en usine chez Renault, j'ai accueilli des étudiants étrangers dans le cadre de Sciences Po, j'ai fait un petit peu de graphisme donc en freelance et un peu de direction artistique pour des projets associatifs dont la Junior Consulting de Sciences Po et une association qui s'appelle Histoire et Patrimoine de Paris, du 17e arrondissement de Paris. Et également, en parler de l'écriture de mon mémoire que vous avez sûrement eu déjà l'occasion de feuilleter, j'ai effectué un stage dans un cabinet de conseil qui s'appelle Eranos, qui notamment s'intéresse à la transformation sociétale. D'autres expériences qui ont été également fondatrices pour moi, c'était... Oula, ça va pas marcher. C'est bon. Ah oui, et à venir, j'ai mon stage de fin d'études qui va arriver donc chez VOD Factory, qui commence mi-juillet. Et donc il y a un stage qui va, donc je vais être chef de projet Digital Junior. Et là-dessus, je vais plus m'occuper de faire donc de la communication, du marketing. Et je vais également être en connexion avec, vu que c'est une petite équipe, avec le département de design. Des expériences fondatrices qui ont également été importantes pour moi, ça a été mes expériences associatives en sport, notamment le badminton que j'ai pratiqué pendant 7 ans, la culture japonaise comme je vous disais car j'ai vécu au Japon, l'autostop, j'ai fait énormément d'autostop à Sciences Po au sein de l'association Stop & Go et également je suis encore actuellement dans une batucada, un groupe de percussion brésilienne. Maintenant le mémoire. Je suis parti de mon univers qui était donc être LGBT+ à l'école. Alors par souci de fluidité, LGBT+, lesbienne, gay, bi, transgenre et le plus vient encapsuler toutes les autres formes d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. C'est par fluidité et aussi par souci d'énonciation que je décide d'utiliser ça et non le terme générique LGBTQIA+, qui est notamment utilisé dans le milieu militant. Et ma question initiale était donc de quels enjeux extra-éducatifs l'éducation sexuelle doit-elle être responsable ? De là, en gros, par rapport au résumé de mon mémoire, j'ai montré que l'école était normalisatrice dans un biais binaire. Donc en fait, les comportements, les interactions, les relations entre les étudiants, enfin entre les jeunes et aussi avec les adultes sont extrêmement codés et normés entre les hommes et les femmes. L'enseignement de la sexualité est à la fois très limité et mal abordé. Limité parce que, à cause de l'agenda politique, à cause des pressions des parents, notamment la pression morale, et également en raison des pressions des groupes conservateurs et traditionnels. Elle est mal abordée car en France on est dans un système préventif, donc on va surtout aborder les questions de contraception et de prévention des risques liés à la sexualité plutôt que la recherche du plaisir, la recherche de son orientation, du bien-être et de ce qui nous fait kiffer au lit. Tout seul ou à plusieurs d'ailleurs. Également, oui ?
Ah d'accord. Également, j'ai pu montrer en dehors de l'école que les acteurs avaient des discours dissonants, que ce soit les parents, les amis, la pornographie, les réseaux sociaux par rapport à l'école avaient des discours dissonants, donc c'est plutôt compliqué pour des jeunes de s'y retrouver au niveau au milieu de tous ces discours, et notamment les jeunes LGBT font face à justement ce système discriminant, car notamment à l'école, il y a très peu de représentation, voire une mise sous silence de leurs identités ou orientations. Enfin, j'ai fait une ouverture de mon mémoire sur la pédagogie critique des normes qui est utilisée dans le monde scandinave, notamment en Suède, qui est une pédagogie qui vient critiquer la norme de manière générale, pas que sexuelle, mais également tous les concepts de racisme, de sexisme ou de validisme. De là, voilà les différentes tensions que j'ai pu sortir de mon mémoire. Je ne les vois pas sur mon écran, c'est pour ça que également je regarde sur la télé. Donc des normes et des discriminations binaires à l'école, comme je vous ai expliqué, une information peu claire face à des acteurs pluriels et le tabou donc, de la sexualité des jeunes face à eux-mêmes. Ma question de designer, donc au sortir de ce mémoire, était comment en tant que designer puis-je participer à la disparition des tabous et des discriminations liées à la sexualité. Si on prend un petit peu plus en détail les mots que j'ai utilisés, participer, notamment car il y a déjà un système existant qui est très complet avec de nombreux dispositifs différents par rapport à l'éducation sexuelle des adolescents et des adultes. Et donc pour moi c'était important également de dire participer parce que c'est pas quelque chose qu'on peut régler en un claquement de doigts. Je cherche aussi à travers cette participation de mettre en lien les différentes actions et les différents acteurs qu'il y a actuellement dans tout le système d'éducation sexuelle. Au niveau de briser le tabou et les discriminations, on voit que Pardon, je suis désolé. Il faut décomplexer le sujet. Il s'agit de décomplexer le sujet, briser le tabou et donner des outils aux personnes affectées, ainsi que critiquer la norme. Donc la critiquer la norme de genre et la critiquer la norme sexuelle. Et enfin, la sexualité, c'est un sujet qui aujourd'hui est extrêmement tabou. C'est un sujet intime, privé, qu'on ne va pas parler dans la sphère publique et même dans la sphère privée, c'est parfois encore très compliqué. Donc il s'agit aussi de parler des différents corps, différents plaisirs, différentes envies, émotions qu'on peut ressentir par rapport à cette sexualité. Elle peut être donc source de frustration et donc de toutes ces tensions, je suis arrivé à mes pistes qui sont donc identifier donc des manières de parler de la sexualité dans un cercle plus familial sans que le débat devienne un peu explosif et réducteur. Également, ça pouvait être aussi trouver des outils pour critiquer la norme dans un système plus de l'école. Et une troisième piste, c'était autour de aider les jeunes LGBT qui sont dans un milieu restrictif et conservateur à trouver de l'aide pour un peu plus en apprendre sur leur sexualité, sur leurs identités. Je vais revenir un petit peu plus tard pourquoi j'ai choisi cette première piste, notamment à travers différents entretiens. Donc j'ai réalisé un entretien expert avec Gabrielle Richard, tout d'abord pour mon mémoire et ensuite que j'ai réinterrogé pour mon projet de diplôme. Et elle m'a notamment dit qu'il y avait parfois ce sentiment de parents démunis face au système scolaire qui, alors qu'ils ont donné l'éducation féministe à leurs enfants, se retrouvent un peu à dire j'ai l'impression d'avoir fait un peu tout ça pour rien. Car voilà, l'école va directement mettre mon enfant dans un moule et il ne va plus du tout accéder et adhérer aux valeurs que j'ai essayé de lui transmettre. Également, à travers différents sondages que j'ai pu réaliser et des entretiens avec différentes personnes, cette thématique du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant est revenue très, très souvent. Notamment, Louise m'a par exemple dit qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites pour la sexualité pour les jeunes. Cependant, nos parents, notamment sur les réseaux sociaux, cependant les parents ne sont pas forcément au courant de tous ces différents dispositifs et comptes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux comme Jouissance Club ou Orgasme et moi ou encore les podcasts Les couilles sur la table, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un podcast assez intéressant qui vient remettre en cause la place de l'homme dans la société du 21e siècle. Également, on a Lucille qui a pu nous dire que les parents ont une éducation sexuelle qui peut être plus lacunaire, voire que leurs enfants, car ils n'ont pas eu accès à tous ces dispositifs sur Internet. Et enfin, Valérie, elle qui est une parent, m'a confié qu'elle serait plus gênée et peut-être ne pourrait pas répondre aux questions de sa fille si elle venait à lui poser des questions sur sa sexualité. Et un point que j'ai trouvé très intéressant en faisant un entretien avec Bono, c'est qu'il me disait qu'en tant que parent, il est très important de sortir de sa propre expérience, de son propre ressenti, ses complexes, ses peurs, de sa propre vision de la sexualité pour en parler à son enfant, car on ne parle pas de sa sexualité à soi quand on parle à son adolescent, on parle de la potentialité de la sexualité de celui-ci ou de celle-ci.
Par conséquent, si on résume un petit peu les tensions que j'ai pu avoir à la sortie de ce mémoire, c'était des parents démunis en manque de moyens à la fois face au discours de l'école, des parents eux-mêmes mal à l'aise face à parler sexualité avec leurs adolescents, et enfin une déconnexion entre d'un côté les adolescents qui ont accès à énormément d'informations de plus en plus complètes et inclusives sur les réseaux sociaux, et des parents qui de l'autre côté n'ont pas accès à toutes ces informations-là. De là, les cibles que j'ai décidé de piocher pour mon mémoire sont à la fois les parents qui sont dans cette volonté de pouvoir parler sexualité avec leurs enfants mais qui se retrouvent démunis à le faire, et les adolescents qui eux-mêmes peuvent être mal à l'aise à l'idée d'en parler avec leurs parents. Et donc l'objectif serait à la fois de briser le tabou sur la sexualité au sein de la famille et pouvoir critiquer la norme de genre et sexuelle, donc tout ce qui a pu être intériorisé à la fois du côté du parent et de l'adolescent. Par conséquent, la reformulation de mon projet a été de donner des outils aux parents afin de décomplexer la parole autour de la sexualité avec leurs adolescents et critiquer la norme sexuelle et de genre. Désolé, j'ai la gorge un petit peu sèche encore une fois. De là est né mon projet Q. Q, c'est des questions, donc des questions qu'ont les adolescents ou qu'ont les parents. C'est également des questions donc, sur le cœur, et également ça peut ressembler à une forme de postérieur, si certains diront. Et également on est sur cette parole, donc c'est pour ça qu'il y a les guillemets qui sont importants. Qu'est-ce que c'est également Q? Je l'ai décidé de le nommer Q et pas simplement Q, en référence à Q de James Bond qui donne des outils extrêmement utiles à James Bond pour réaliser ses missions. Et donc c'est ce que je tente en tout cas de faire en créant mes différents outils pour aider les parents dans leur mission. De là, c'est un écosystème triple, trimorphe, avec une brochure informative pour l'adolescent, un site internet pour le parent et un jeu de cartes que vous pouvez déjà retrouver ici et feuilleter si vous le souhaitez. On reviendra un petit peu plus en détail après. Merci. Dessus. Avant de passer aux trois objets, il est important pour moi de vous définir un peu le cadre. Q se place en partenariat avec la Caisse des allocations familiales, Santé publique France et le ministère des Affaires, le ministère de la Santé et des Solidarités. Pourquoi ce cadre institutionnel public? Car il donne une légitimité à l'information auprès des parents, il permet de toucher un public large à travers les différents papiers que pourrait donner de la paperasse administrative que pourrait donner la Caisse des allocations familiales, par exemple au moment de l'adolescence de leurs enfants quand ils reçoivent la consultation gratuite chez le dentiste à l'aube des 16 ans. Et également, c'est permettre d'accéder facilement à un large nombre de personnes. Également, mon projet se place dans un cadre pédagogique, ludique et critique. Donc pédagogique car il permet de donner des informations aux parents et à l'adolescent et leur donner un apprentissage plus inclusif sur la sexualité et les normes de genre. Ludique car il y a un peu ce parallèle entre le jeu en lui-même et le fait que la sexualité en soi est un jeu sexuel. C'est un jeu où on apprend au fur et à mesure et on est là avant tout pour se faire plaisir. Par conséquent, mon projet s'inscrit dans une temporalité itérative, dans un processus où l'amorce du sujet de la sexualité va venir à travers la brochure que le parent va laisser. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur durant le scénario d'usage sur concrètement comment cela se passe. Donc l'amorce va se faire par la brochure informative pour l'adolescent. L'approfondissement va se faire à travers le site internet et les sources externes présentes sur le site ainsi que sur la brochure. Et enfin, l'interaction va se jouer au moment du jeu. Donc c'est à ce moment-là que va vraiment être briser le tabou de la sexualité. Par conséquent, il y a également des retours au support informatif à partir de cette interaction du jeu, d'où cette itération. Au niveau des thématiques qui sont présentes dans ces trois dispositifs, je les ai résumés ainsi, donc autour du consentement, des identités de genre et des orientations sexuelles, l'anatomie, également les stéréotypes et également les peurs et les complexes que cela peut entraîner. On a également toutes les questions autour de la masturbation, la communication, les règles et autres sécrétions que peuvent avoir les personnes, et également la distinction faite très importante entre la contraception et la protection. Je vous le disais, dans le cadre de l'éducation sexuelle aujourd'hui à l'école, ils sont regroupés ensemble. Comme s'ils étaient de pair, sauf que la contraception qui est autour d'éviter une grossesse n'a pas la même utilité que la protection qui est pour éviter de transmettre des maladies et infections sexuellement transmissibles.
Par conséquent, si on commence par la brochure, donc cette brochure, donc le guide, guide pour une bonne santé intime et une vie sexuelle épanouie à destination des adolescents, est une brochure que le parent va recevoir par la poste avec d'autres papiers de la caisse des allocations familiales, comme je vous le disais, et va laisser en évidence sur une table d'une pièce de vie. Pourquoi sur une table d'une pièce de vie et pas dans la chambre? Pour montrer que c'est un sujet dont on peut parler pas à ciel ouvert, mais en tout cas dans le contexte familial qui peut être ouvert sans problème. Si on regarde un petit peu plus en détail cette brochure, donc ça c'est un extrait de la brochure qu'on peut avoir, il y a à la fois donc, les informations et en dessous de chaque paragraphe vous avez également un lien qui renvoie vers pour en savoir plus, grosso modo. Également, pour aller plus loin, il y a un nombre de sites assez important de comptes Instagram publics. Donc même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aller voir les différentes informations qui peuvent y être disposées et les numéros utiles à contacter si si vous n'étiez pas à l'aise en tant qu'adolescent ou adolescente à parler de sexualité avec vos parents. Au niveau du site internet, ce site est à destination principalement du parent, même si l'adolescent y a aussi accès pour voir quelles sont les ressources données aux parents et même si les thématiques sont exactement les mêmes que celles que je vous ai présentées juste avant. Et elles sont également sur ce site, le parent pourra télécharger le jeu de cartes de manière assez facile pour pouvoir jouer ensuite avec son adolescent ou son adolescente. Concrètement, comment ça se passe? La page d'accueil se compose ainsi avec les thématiques, le jeu pour aller plus loin et également une petite jauge qui se remplira au fur et à mesure que le parent ira voir les différentes thématiques. Donc à chaque fois qu'il va le cliquer sur une thématique, la jauge va se remplir et à chaque fois qu'il va aller voir ces thématiques et faire les activités, les quiz qui sont à l'intérieur, la jauge va se remplir pour justement lui permettre de faire ce jeu. Également, dans la section pour aller plus loin, il pourra trouver des podcasts donc à aller écouter, des choses à aller regarder, des livres à lire, mais également des sites à pouvoir explorer, des numéros ou des lieux si lui a des questions et que ce qu'il trouve ne lui permet pas de répondre à ces questions. Et enfin, ça peut être des jeux, ça peut être d'autres dispositifs qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes. Dans la partie jeu, le jeu est expliqué donc avec justement une phrase introductive, les règles du jeu, la notice du jeu, puis les règles du jeu. Et en bas, tant que la jauge n'est pas remplie, le lien téléchargeable du jeu n'est pas disponible. Donc si le parent essaye de le télécharger, justement un pop-up apparaîtra pour lui dire que ce n'était pas encore tout à fait le temps. C'est une partie pour teaser le jeu, mais tant que vous n'avez pas fait les autres thématiques, vous ne pourrez pas accéder au jeu. Par contre, vous pouvez déjà télécharger la notice du jeu dans laquelle il y a également les règles pour un peu plus en avoir des informations sur le jeu. Également, voilà, une fois que la jauge est complète, il peut télécharger le jeu. Le jeu en lui-même, donc c'est un jeu critique qui vient amorcer la conversation et l'animer entre le parent et l'adolescent ou l'adolescente sur le thème de la sexualité. C'est un jeu en un contre un, car c'est important qu'il y ait justement ce face-à-face en un contre un pour pas qu'il y ait un déséquilibre au niveau des personnes. Un adolescent peut être, ou une adolescente peut être mal à l'aise à parler de certains sujets avec son père ou avec sa mère, et inversement, un parent peut être à l'aise à parler avec un adolescent, mais s'il en a deux, il peut y avoir cette frustration et cette anxiété de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Par rapport au site internet, on le retrouve en format PDF, imprimable ainsi, et j'ai fait moi-même la petite expérience donc, de l'imprimer au format A4, et donc ça donne des petites cartes, mais il est aussi possible, voilà, si on a une imprimante un petit peu plus grande ou d'aller chez un imprimeur, de l'imprimer en plus grand et avoir ces cartes en un petit peu plus grand. Donc vous avez les thématiques autour de info intox, donc c'est un peu un vrai faux avec des injonctions sur la sexualité. Vous avez également des stéréotypes qui viennent un peu parler de même des injonctions. Vous avez ensuite des peurs, voilà, avec des citations de j'ai peur de ceci, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de saigner, etc. Et enfin des complexes. Donc concrètement, comment ça va se passer avec le jeu? Donc vous avez le parent et l'adolescent ou l'adolescente. L'adolescente va piocher par exemple une carte info intox, elle va lui lire à voix haute et le parent va justement faire parler de justement le sujet en question qui est présent et devoir répondre si cette info intox est vraie ou fausse et se justifier. Il ne peut pas juste dire oui c'est vrai, non c'est faux. Il faut qu'il justifie
pour dire si cela est vrai. De là, lui pioche une carte stéréotype. Pareil, il va la lire à voix haute et de la même manière, l'adolescente va devoir parler et dire et justifier son choix est-ce que ce stéréotype est quelque chose de courant, qu'est-ce que tu penses du stéréotype, de cette norme-là, etc. Donc un petit peu plus élargir. De là, l'adolescente va pouvoir piocher une carte d'un autre deck qui est le carte peur et à travers cette citation, elle va demander à son parent de devoir lui dire concrètement, toi, si quelqu'un ou si moi je venais te voir ou si un autre adolescent venait te voir avec cette peur-là, qu'est-ce que tu lui dirais ? En échange, le parent, lui, va sortir une carte complexe, justement avec une autre citation de complexe, et inversement, l'adolescente va devoir dire qu'est-ce qu'elle pense de ce complexe-là. De là, ils piochent ensemble la carte question libre, qui est une carte vierge, dans laquelle ils vont… une carte vierge, dans laquelle ils vont discuter ensemble de qu'est-ce qu'ils vont écrire dessus, quelles questions ils vont écrire, et qui en fait va être un peu leur devoir à faire d'ici la prochaine partie. Ils peuvent faire comme ça plusieurs parties itératives et au bout de quelques questions, eh bien, chacun vont faire leur travail de leur côté pour aller justement se renseigner sur cette question qu'ils ont envie de débattre ou de parler ensemble. Ils peuvent le faire séparément ou ils peuvent même le faire ensemble maintenant que le sujet a été brisé. Concrètement, le scénario d'usage de manière générale, donc comme je vous le disais, le parent reçoit par la poste en même temps la brochure pour l'adolescent et également son petit livret des parents. C'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. C'est un livret des parents dans lequel les informations sont extrêmement bien détaillées sur les différentes choses à faire, les droits des adolescents, sur justement les droits que peut avoir l'adolescent à cet âge-là. Je peux vous la faire passer si vous voulez. Et donc justement, je me suis un peu inspiré de ce design-là pour faire la brochure pour l'adolescent. Également, si j'ai choisi ce format de la brochure pour l'adolescent, c'est que le mettre en évidence sur une table, ça ne va pas prendre trop de place et donc quand l'adolescent va s'en saisir pour le voir et le regarder autre part dans la maison, par exemple dans sa chambre, c'est pas comme s'il prenait un énorme bouquin et que c'était pas du tout discret, c'est quelque chose qui peut se réapproprier. Si lui, il n'est pas encore à l'aise à en parler, eh ben, il peut aller dans sa chambre, s'informer et juste avoir ce petit format avec lui. Donc de cette réception par la poste, le père dispose la brochure sur une table de vie, donc salon, salle à manger, cuisine. L'adolescent ou l'adolescente s'en saisit et peut se renseigner, peut se la réapproprier dans un espace un peu plus privé. En parallèle, le parent et l'adolescent peuvent se renseigner, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai détaillé sur ma planche ici, peuvent se renseigner sur justement les différentes thématiques que je vous ai évoquées juste avant. De là, ils peuvent justement avoir ce déclic de se dire, bon, est-ce que, vu que les deux ont pu avoir accès au site, Parlons Cul, est-ce que tu as envie qu'on joue à ce jeu ? De là, le jeu se fait et donc le tabou est brisé. Par rapport au retour utilisateur. Ce que j'ai pu avoir, c'est tout d'abord la création de la partie teaser du jeu dans le site a été faite à travers le retour de Olivier qui m'a dit qu'il n'a pas forcément le temps de faire toutes les thématiques sans savoir ce que je vais avoir derrière, je ne sais même pas si le jeu ça va être intéressant, etc. Et surtout, j'ai l'impression d'être déjà calé sur certaines thématiques. Moi, j'ai pris le parti de me dire qu'il faut justement avoir cette volonté d'en découvrir un peu sur toutes les thématiques et de remettre en cause tout l'apprentissage qu'on a pu avoir jusque-là. Et c'est pour ça que pour un peu donner un nudge et motiver le parent à aller voir toutes les différentes thématiques, il a le teaser du jeu mais pas encore le jeu en lui-même. Également, Nicolas, c'est lui qui m'a donné l'idée de mettre des citations et pas que des mots-clés. Je pensais de base dans la partie complexe et peur, mettre juste des mots-clés comme un complexe sur la taille. Et donc on en parle pendant 2-3 minutes sur les complexes autour de la taille. Donc ça peut être la taille de tout et n'importe quoi, la taille des seins, la taille du pénis, la taille de manière générale, etc. Et donc c'est lui qui m'a dit que ce serait beaucoup plus percutant de mettre des citations et donc c'est ce que j'ai fait. Et enfin, Juliette, elle, ça va être une de mes ouvertures, m'a dit que ça pourrait être intéressant de développer ce projet-là à travers d'autres tabous.
Par conséquent, si je fais un petit résumé de mon processus et de mon écosystème Q, c'est une brochure informative, un site internet sourcé et un jeu de cartes qui permettent d'amorcer la conversation autour de la sexualité, se renseigner sur le sujet et enfin décomplexer le sujet. Et donc le petit plus, c'est que l'information est inclusive, ça permet de critiquer la norme et montrer qu'il n'y a pas de réelle norme et enfin de briser le tabou. Concrètement, il y a également des limites dans mon projet et ça je l'admets totalement. Je ne peux pas, c'est très difficile de parler en tout cas à des parents qui par exemple qui sont dans un milieu très conservateur, très traditionnel et par conséquent, même si à travers la fonction publique et la légitimité des informations que donne justement cette institution publique, certains parents tous les parents ne seront pas intéressés par ce sujet et ne voudront juste pas parler sexualité avec leurs adolescents. Également, des adolescents qui ne sont pas encore à l'aise, par exemple, à faire un coming out, quel qu'il soit, ou à juste parler sexualité, contraception ou protection avec leurs parents, peut aussi justement ne pas vouloir s'intégrer dans cet écosystème. Donc par conséquent, il y a besoin de cette ouverture d'esprit à la fois du parent et de l'adolescent, d'une certaine maturité de l'adolescent notamment, pour pouvoir parler de ces sujets-là. Et le processus en lui-même peut s'arrêter à tout moment. Le parent peut décider de donner la brochure, voire même pas. Le parent peut également décider de s'informer et l'adolescent aussi de son côté, mais décide au final de ne pas vouloir se confronter et de briser le tabou. Donc voilà, malheureusement, ça a été compliqué pour moi de trouver une manière d'essayer de pousser le système jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je pars du postulat qu'il y a besoin d'une motivation des deux côtés, à la fois du parent et de l'adolescent, pour pouvoir faire cela. Donc c'est pour ça que la population est peut-être plus limitée mais c'est un sujet qui est tellement tabou de base que c'est très compliqué de pouvoir en parler avec tout le monde. En conclusion, donc si jamais ces 25 minutes de présentation n'ont pas été claires, vous avez l'essentiel du projet qui est juste ici, donc à la fois avec un écosystème critique, pédagogique et ludique, à travers une brochure, un site et un jeu de cartes, une éducation donc qui permet une éducation sexuelle inclusive, de critiquer la norme et de briser le tabou. C'est un processus qui vient s'insérer et faire le lien dans un écosystème existant, avec justement les pouvoirs publics et les informations des différents dispositifs déjà existants. Et c'est donc dans un cadre public et institutionnel qui vient donner une légitimité au projet Q. Et enfin, c'est facile d'accès, c'est low-tech. J'ai vraiment imprimé ça dans les mêmes conditions qu'un parent qui a juste une imprimante, c'est-à-dire avec juste du papier A4, comment ça donne ce jeu de cartes. Et ça permet de toucher un grand nombre de parents et d'adolescents. Au niveau des différentes ouvertures que je pensais par rapport à mon projet, comme le disait Juliette, l'ouvrir à d'autres tabous qu'il pourrait y avoir dans le milieu familial, par exemple au niveau de la consommation de drogue, au niveau de l'alcool, au niveau de la santé mentale, et aussi au niveau de l'argent, car l'argent est aussi un tabou social. Également, je pensez peut-être pouvoir décliner les différentes cartes en d'autres decks, par exemple un deck mime, un deck un petit peu dans le même style que Blanc Manger Coco où vous avez des textes à trous et dans lesquels vous devez mettre des mots. C'est un peu plus satirique et humoristique, mais ça peut permettre aussi de décomplexer la chose. Au niveau des partenariats que je pensais pouvoir mettre en place également dans ce dispositif-là, s'il venait à voir le jour, c'était le créer en collaboration avec SOS Homophobie, le CRIPS, qui est donc une association de prévention en Ile-de-France, surtout sur la consommation de drogue et la prévention notamment, et enfin avec le planning familial. Et dans les partenariats un petit peu plus privés, pourquoi pas avec Sex Education de Netflix qui a beaucoup fait parler et qui a vraiment remis sur la table le sujet de l'éducation sexuelle de manière inclusive dans nos différentes familles. La série Scam qui est assez populaire en France auprès des adolescents qui, pareil, au sein duquel il y a des personnages notamment LGBT+. Et au niveau des illustrations, Jouissance Club fait déjà un énorme travail au niveau de l'illustration. Je ne sais pas si vous connaissez son livre, justement Jouissance Club, une cartographie du plaisir qui vient donner des astuces et des tips pour se donner du plaisir et donner du plaisir à son ou ses partenaires.
Enfin, Sexy Soucis, c'est une chaîne qu'il y a sur France TV Slash, donc on est sur une chaîne du service public, qui, pareil, vient dévoiler en quelques minutes des thématiques ou des questions et vraiment les décortiquer et donner des solutions aux personnes concernant tout ce qui est sexualité. Voilà, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Merci. Dynamique. Vos problèmes techniques du début que vous avez fait très vite oublier. Merci. On va se lancer dans les questions. Oui, je peux te démarrer. Donc, merci, c'était limpide. Ouais. Vraiment, Bon, si c'est clair, c'est le principal. Je trouvais ça extrêmement clair sur l'intention, sur un peu le mythe fondateur de ce projet. Voilà, forcément personnel, donc incarné. Sur la démarche méthodologique, qui est très centrée pour le coup sur les humains. J'ai beaucoup apprécié aussi le principe de réalité qui était très présent. Vous avez vraiment considéré, je trouve qu'il y a une exploration 360, voilà, des partenaires possibles sur la cible, sur la problématique, sur le logo, le nom, voilà, vraiment remettre le principe de réalité sur les difficultés, voilà, toute la question sociétale derrière. Je vais parfois faire le truc. Mais, merci beaucoup. J'avais une question sur le jeu. Oui. Parce que justement, ce qui est problématique, c'est potentiellement cette partie-là, parce que c'est la libération de la parole. Je trouve le cheminement extrêmement intéressant. Il amène à ça. Mais du coup, pour moi, c'est le point dur un peu du sujet, effectivement. Passer à la conversation. Ils peuvent s'arrêter avant. Oui, bien sûr. C'est tout le propos. C'est le bloqueur. Est-ce que vous avez envisagé que peut-être ça puisse se jouer seul aussi parce que vous parliez de limitations, justement, pour contourner ces limitations, parce que s'ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas parler. Donc peut-être qu'il y a une vertu quand même. Alors, c'est-à-dire que finalement, ils peuvent regarder ces cartes. Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Comme l'adolescent ou l'adolescente et le parent ont déjà accès au jeu sur le site internet, ils peuvent déjà avoir une idée des différentes questions ou des différentes thématiques, citations à partir desquelles ils vont avoir la discussion. Et donc, ils n'arrivent pas en terre inconnue. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette crainte et le point dur est aussi sur le fait qu'on n'aime pas parler d'un sujet qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, à la fois du côté parent et à la fois du côté adolescent. Et donc par conséquent, le fait que chacun a les mêmes thématiques de chaque côté de l'information, a les mêmes, disons, quasiment les mêmes sources, etc., fait que chacun arrive avec un sujet qu'il maîtrise et sur lequel ils vont pouvoir s'entendre. Et par conséquent, tout ce qu'il y a dans les cartes, ce sont des cartes qui viennent reprendre toutes les thématiques d'une manière ou d'une autre et critiquer justement la norme. Donc par conséquent, si les deux ont fait justement ce travail d'information chacun de leur côté ou même ensemble, ils n'arrivent pas en terre inconnue au moment du jeu. L'idée de la brochure, oui. Comment elle arrive? Parce que moi, elle me fait penser à autre chose, de laisser traîner sur une table. Bien sûr. C'est quelque chose. Alors, moi, il se trouve que je suis parent de 4 filles, à une époque où il y a une affaire belge, Outros, ou je sais pas quoi, qui fait qu'il a fallu aborder assez vite ces questions-là. Et les Canadiens avaient une approche qui consistait à avoir de la documentation et à déposer et à laisser traîner comme ça. Voilà. Pour savoir un peu si d'où venait cette inspiration. Alors, c'est en parlant avec différentes personnes et je me suis dit il faut trouver un moyen passif mais en même temps incitateur d'amorcer la conversation. Ça peut pas être du frontal en disant viens on parle sexe, c'est pas possible. Ça peut pas être un truc trop indirect où on va laisser le temps à l'adolescent parce que il y a vraiment cette volonté dans ce projet de montrer, pardon, je sais pas.
désolé, de montrer aux parents que il faut qu'ils prennent en main la sexualité de son enfant, vu que l'éducation sexuelle à l'école est mal faite. Il faut qu'ils montrent que si l'adolescent ou l'adolescente souhaite parler à son parent de sexualité, il aura une oreille ouverte et attentive. Par conséquent, je cherchais vraiment un moyen qui soit pas dans le frontal, dans l'indirect, un petit peu passif, comme ça les rênes sont laissées à l'adolescent ou à l'adolescente de dire bah voilà, maintenant je suis prêt à en parler parce que je me suis renseigné, etc. Mais ça peut être tout à fait quelque chose où une fois qu'il a laissé la brochure et que si elle disparaît, le parent puisse faire t'as pas vu ma brochure que j'avais laissée, etc. Donc ça peut, c'est pour ça que je cherchais vraiment une amorce qui soit vraiment très douce au niveau du projet. Et je ne savais pas que les Canadiens avaient fait ça, mais voilà, je trouvais vraiment ce dispositif de la brochure le plus utile. Voilà. Alors moi je trouve ça hyper intéressant et je comprends bien justement le cheminement sur comment tu viens briser le tabou, notamment du côté du jeune, de l'enfant, avec cette arrivée sur le podcast. Comment, et alors peut-être que du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être une des limites, etc., mais comment tu incites et tu motives, parce que qui commande par exemple la brochure, comment tu incites et tu motives le parent? J'ai l'impression que c'était aussi un gros blocage. Alors, bien sûr. Le monde n'a peut-être pas envie de s'y intéresser ou n'a pas envie d'en parler non plus. J'ai l'impression qu'une fois qu'il est convaincu, une fois qu'il a fait le premier pas, ça déroule. Mais lui, comment tu l'incites et comment tu le motives? Alors la brochure, il ne la commande pas, c'est avec les autres papiers de la CAF qu'il reçoit en fait, c'est automatique. Comme il reçoit son livret du parent, il reçoit en même temps le livret de l'adolescent en fait. C'est le système généralisé. C'est quelque chose en plus qui en soi, c'est une brochure, ça ne coûtera pas très cher par exemple à la CAF de le produire, avec les informations de Santé publique France. Donc en fait c'est un système automatique où tu reçois les papiers par exemple tu peux recevoir en même temps ton livret du parent avec les papiers de la consultation gratuite chez le dentiste à 16 ans et en même temps la brochure pour l'adolescent. Voilà, comme ça c'est pour ça que c'était une grosse enveloppe sur le schéma du scénario d'usage, c'était parce que voilà, tu reçois tout ça en même temps. Et voilà, après c'est à toi de jouer. Donc c'est pour ça en fait c'est automatique. C'est très simple. Donc il y a un gros challenge en fait, effectivement, d'arriver à pas que le livret se retrouve à la poubelle. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc c'est pour ça dans les limites que j'ai bien montré que c'est seulement le parent qui sera volontaire qui ne le jettera pas à la poubelle, quoi. Mais ça me paraissait hyper important que ça puisse toucher le maximum de parents et qu'après, de là, ce sera les parents qui veulent faire ce travail-là, qui n'est pas forcément seulement pour leurs adolescents, parce qu'eux aussi peuvent avoir des frustrations au niveau de la sexualité, et donc tout ce dispositif-là peut leur permettre d'en apprendre un petit peu plus sur la sexualité en elle-même. Et le livret, justement, par rapport à un livret classique, entre guillemets, ouais. Parce que je pense que la force, c'est aussi pour le parent, potentiellement, de se rendre compte du service et de l'expérience qui est derrière, qui arrive au jeu de cartes, etc. Et ça, c'est assez clair c'est mis en avant, entre guillemets, dans le livret tout de suite immédiatement, justement, pour essayer de créer cette attention. Dans un premier temps, c'est plus un livret classique qui t'emmène au site internet, qui t'emmène ensuite au... C'est plus cette deuxième chose-là où, en fait, voilà, c'est aussi pour pas faire peur par rapport à l'immensité de la chose à l'adolescent, mais voilà, pour pas que lui se dise ok, je rentre dans un truc vraiment hyper compliqué, ça va d'abord être je m'informe et puis je regarde et puis voilà, ça se découvre au fur et à mesure, parce que s'il arrive et qu'il voit déjà toute la chose, tout le processus qui peut être derrière, ça peut le braquer aussi. Donc il y a vraiment cette découverte au fur et à mesure. Et moi, ça me paraissait hyper important de placer ça dans l'écosystème déjà existant, voilà, et que ce soit un réel processus, parce qu'actuellement, ce qui est fait au niveau de tous les différents dispositifs qui existent, il y a beaucoup de brochures qui sont faites. Santé publique France en fait énormément autour de ces questions-là. Il y a beaucoup de sites internet pour se renseigner pour le parent comme pour l'adolescent. Il y a des jeux de cartes, des jeux pour parler sexualité et autres ensemble, mais il n'y a pas l'écosystème en entier. Donc moi, mon projet, là où j'avais vraiment, je trouvais que c'était vraiment intéressant de le mettre en forme, c'est de créer le processus en entier, de faire le lien sur toute la ligne. Voilà. Et vous avez déjà parlé de ça avec la CAF? Non, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec la CAF. Je sais que c'est pour comprendre. Oui. Mais voilà, en fait, dès que j'ai vu la brochure, le livret du parent de la CAF, j'ai tilté, je me suis dit que ça pouvait partir. Et en fait, j'ai surtout aussi après regardé le site de Santé publique France. C'est pour ça en fait que la CAF, c'est la porte d'entrée, Santé publique France, c'est ce qui donne les informations, et le ministère de la Santé, c'est ce qui assoit la légitimité.
En gros, c'est pour ça que j'ai choisi ce triple partenariat dans mon projet entre ces 3 entités-là. C'est pour asseoir, pour utiliser les informations déjà existantes de Santé publique France, qui a par exemple un site qui s'appelle SexoSafe, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un site qui est très penché, enfin, on pourrait croire que comme on est dans une institution publique, va avoir un discours qui peut être assez arriéré comme l'éducation sexuelle à l'école, mais en fait c'est un site qui est centré sur la sexualité des hommes avec des hommes. Donc en fait c'est beaucoup plus ouvert d'esprit qu'on pourrait le croire. En fait, l'institution de l'école, c'est elle la plus difficile à toucher parce qu'on est vraiment sur une machine, le premier employeur de France. Et donc c'est une telle machine que, pour ça que dans mon projet, je me suis extrait de l'école que j'ai vue dans mon mémoire. Parce que j'ai vu que ça allait être extrêmement compliqué de trouver quelque chose qui puisse marcher avec peu de moyens et qui puisse toucher tout le monde. J'ai eu plusieurs fois des retours sur peut-être que ça pourrait être intéressant de donner la brochure, que l'infirmière scolaire donne la brochure à l'adolescent au collège. Sauf que le rapport du Haut Conseil à l'égalité en 2016 montre qu'un tiers des établissements en France ne font aucune éducation sexuelle à leur jeune collège ou lycée au cours de toute leur scolarité, alors qu'il est censé avoir 2 heures annuelles consacrées. Et donc un tiers des établissements ne le font pas. Et donc par conséquent, de ce constat-là, je me suis dit c'est même pas la peine, sachant que l'infirmière scolaire n'est même pas là tous les jours. On voit bien que vous avez bien les bases du projet sont assez solides sur la partie expertise et connaissances académiques sociologiques, expertise et connaissances de l'écosystème institutionnel. Mais si je pense que vous faites un certain nombre d'assumptions, d'hypothèses qui mériteraient d'être vérifiées sur le caractère arriéré, etc. Vous-même vous le dites en ayant découvert cette je ne dis pas que toute l'école est arriérée, je dis que l'institution en elle-même, pas que les professeurs. Je vous fais une remarque de méthode sur le vérifier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ceci dit, c'est un projet très vaste. Donc le grand mérite, je trouve, de votre exposé, c'est que vous avez réussi à trouver des façons intelligentes de réduire pour pouvoir passer à l'étape d'après. Après, vous voyez bien qu'il y a des questions d'expertise de connaissances psychologiques, d'expertise de connaissances sexologiques, etc., qui seraient nécessaires pour solidifier tout ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que vous avez identifié probablement la limite de votre travail. Tout travail a une limite, donc c'est tout à fait normal. Et c'est là aussi, je pense que ça serait être intéressant d'aller chercher. Ce que je trouve assez remarquable, c'est que vous avez très vite, vous l'exposez très bien, choisi la cible, savoir les parents. Mais vous le voyez dans le déroulé du projet qu'il va y avoir une limite sur le fait de comment cibler aussi l'adolescent et en clair lui donner envie d'aller jouer le jeu, parce que là c'est vrai que j'ai personnellement du mal à imaginer qu'est-ce qui va pousser l'utilisateur qui est l'adolescent à vouloir vraiment rentrer dans le jeu et à y trouver une satisfaction. On parlait beaucoup de briser le tabou, mais des mécanismes profonds de relation au tabou qui en font quelque chose d'à la fois désirable et qu'on a envie de rejeter. Donc il y a probablement aussi quelque chose qui se joue là, parce que le simple fait de vivre quelque chose d'un petit peu effroyable face à son père ou à sa mère, d'avoir cette discussion, de faire partie des mécanismes. Donc il ne faut pas briser le tabou trop vite non plus, sinon votre système ne marche plus. C'est pour ça qu'il arrive qu'à la fin. Le point principal, c'est d'intervenir très bien une question sur le fait de à quel moment est-ce que la cible adolescent elle va peut-être arriver plus tôt ou être intégrée. Comment est-ce que vous avez, au-delà de ce que vous nous avez déjà raconté, comment est-ce que vous envisagez la question de la cible adolescent en fait? Alors je l'avais un petit peu montré dans les ouvertures, hein, au niveau de comment cibler l'adolescent, c'est un peu par une campagne un peu de communication et de publicité où il peut voir un petit peu, il peut découvrir l'écosystème Q avant la brochure dans ces différents dispositifs, que ce soit par exemple par... Tu veux récupérer ton ordinateur? Ouais, je suis désolée. Oh, il n'y a pas de souci, aucun problème. Tac. Tiens. Merci beaucoup en tout cas. C'est bon?
Voilà, par exemple, voir dans la série Scam, qui donc se concentre sur le collège-lycée, et avec notamment des scènes avec des parents, pourquoi pas montrer justement dans cette série Scam plusieurs dispositifs, et donc qui viendraient montrer visuellement à l'adolescent que c'est possible et qu'il existe quelque chose aujourd'hui qui le fait. Il y a par exemple aussi voilà, Sexy Souci, qui voilà, est extrêmement, moi je trouve qu'elle est incroyable comme série sur France TV Slash, qui vraiment, la présentatrice montre vraiment de manière très très claire et explique de manière super simple les différentes problématiques que pourraient avoir notamment des jeunes autour de la sexualité. Et donc, si on fait un partenariat par exemple avec Sexy Souci, elle pourrait tout à fait parler justement dans cette série-là de l'écosystème Q. Donc en fait, au niveau du ciblage de l'adolescent, je pense que une autre manière de le faire, c'est de montrer la visibilité de l'écosystème aussi sur différentes autres plateformes. Voilà. D'autres questions? Non. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci.